L'église de Villa Esperança était bondée. Les cloches sonnaient lentement, annonçant l'adieu à Donna Celina, la femme qui, pendant presque un siècle, avait été le cœur battant de la communauté. Malgré ses 95 ans, sa mort semblait un choc inattendu, comme si sa présence était aussi permanente que les montagnes entourant le village. Les habitants étaient réunis, partageant des histoires. Certaines avec des sourires, d'autres avec des larmes aux yeux. Donna Celina n'était pas seulement une aînée respectée, elle était la force qui unissait le village. Elle m'a appris à prier quand j'ai perdu mon mari, confia Donna Lourdes. Et c'est elle qui m'a aidé à reconstruire ma maison après l'inondation, se souvenait Senor Roré. Au premier rang, Elena, la petite fille, restait silencieuse. Ses yeux fixés sur le cercueil semblaient chercher des réponses à des questions qu'elle ne savait même pas formuler. La dernière fois qu'elles avaient parlé, Celina lui avait pris la main avec une force inhabituelle pour une femme si frêle et avait dit « Quand je partirai, n'aie pas peur des responsabilités qui viendront. Fais confiance à ta foi, mais fais aussi confiance à toi-même. » Elena n'avait pas compris ce que cela signifiait. Maintenant, les paroles résonnaient dans son esprit comme une énigme. Après la cérémonie, le père Estevao s'approcha d'Elena avec une petite boîte en bois dans les mains. « Donna Celina m'a demandé de te remettre ceci. Elle m'a dit que c'était important que tu l'ouvres quand tu te sentiras prête. » Elena accepta la boîte avec des doigts tremblants. En l'ouvrant plus tard, chez elle, elle trouva une lettre soigneusement pliée et un ancien médaillon, portant un dessin qui ressemblait à une croix entourée de racines. « Ma chère Elena, » commençait la lettre. « Ce village a été bâti sur la foi, le sacrifice et l'union. Il y a 70 ans, nous avons été témoins d'un miracle, mais les miracles ont toujours un prix. Maintenant, c'est à ton tour de comprendre ce que cela signifie. Je t'ai fait confiance parce que je sais que tu as la force nécessaire pour porter ce fardeau. Lorsque le moment sera venu, lis cette lettre à tous les habitants du village. Jusque-là, garde-la avec soin et foi. » Ces mots faisaient ressentir à Elena le poids d'un héritage qu'elle n'avait pas demandé. Que voulait dire sa grand-mère? Et pourquoi elle? Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Elena se laissa emporter par les souvenirs de sa grand-mère. Celina avait été sa plus grande inspiration et aussi son port d'attache. Elle se souvenait des après-midi passés à ses côtés, à récolter les champs, écoutant des histoires sur les moments difficiles du village et sur la manière dont la foi les avait guidés. La foi, ce n'est pas croire que rien de mauvais n'arrivera, ma chère, disait Celina en plantant des semences de maïs. La foi, c'est savoir que, même dans les pires moments, quelque chose de plus grand est à nos côtés. Elena ressentait maintenant le vide laissé par ces paroles réconfortantes. Mais, en même temps, elle se sentait indignée. Pourquoi sa grand-mère avait-elle gardé un tel secret aussi longtemps? Pendant qu'Elena réfléchissait, un autre personnage vivait une nuit tumultueuse. Senor Arthur, vieil ami de Celina, marchait dans le village avec des pas lourds. Il avait évité la majeure partie de la veillée, partant dès qu'il le pouvait. Maintenant, devant l'ancien puits du village, il murmurait à lui-même. 70 ans, et je porte toujours cela. Celina, pourquoi l'as-tu choisi? L'homme semblait en conflit, les yeux perdus dans le vide, tandis qu'il caressait une bague en argent à son doigt, marquée du même symbole que le médaillon trouvé par Elena. Le lendemain matin, Elena décida de partager son inquiétude avec le père Estevao. Il l'écouta attentivement tandis qu'elle lui montrait le médaillon et lui lisait une partie de la lettre. Le prêtre, visiblement troublé, prit une profonde inspiration avant de répondre. « Ce symbole, je l'ai déjà vu. Il figure sur l'ancien autel de la chapelle, celle qui a été construite avant l'inondation d'il y a 70 ans. » Elena ressentit un frisson. Que voulait sa grand-mère qu'elle découvre à cet autel? Et quel était le prix que tout le monde semblait éviter de mentionner? Avec un mélange de peur et de détermination, Elena prit sa décision, elle irait à l'autel. L'héritage de sa grand-mère ne pouvait pas rester dans l'ombre. Le lendemain matin, Elena se réveilla le cœur agité. Après une nuit troublée, avec des rêves confus où elle voyait sa grand-mère près de l'ancien autel de la chapelle, elle décida qu'elle avait besoin de réponses. Munie du médaillon et de la lettre, elle se dirigea vers l'église. Le père Estevao était déjà là, en train de préparer l'autel pour la messe matinale. En la voyant arriver, le prêtre lui adressa un regard accueillant, mais empreint d'inquiétude. « Père, je veux voir l'ancien autel, » dit Elena, directement. Le prêtre hésita un instant. « Es-tu certaine? Ce n'est pas un endroit que nous visitons souvent. Après l'inondation, il est presque tombé dans l'oubli.
J'en suis certaine. Ma grand-mère m'a laissé cela pour une raison. Je dois comprendre. Acquiesçant, le prêtre attrapa une lampe torche et guida Elena jusqu'à une petite porte derrière l'autel principal. Elle grinça en s'ouvrant, révélant un escalier menant à une crypte souterraine. La pièce était petite et humide, éclairée seulement par la lumière jaune de la lampe. Au centre, un autel en pierre marqué par le même symbole que celui du médaillon, une croix entourée de racines. À mesure qu'Elena s'approchait, elle ressentait une présence presque palpable, comme si cet endroit renfermait des décennies d'histoire. Cet autel était utilisé avant l'inondation, il y a 70 ans, expliqua le prêtre. On raconte que c'est ici que le village s'est réuni pour la dernière fois avant le miracle qui nous a sauvés. Elena plaça le médaillon au centre du symbole gravé dans la pierre. Immédiatement, une légère brise parcourut la salle, et une petite fissure dans le mur s'ouvrit, révélant un compartiment caché. À l'intérieur se trouvait un vieux carnet écrit de la main de Donna Celina et un petit flacon contenant un liquide transparent. Elle ouvrit le carnet, qui commençait par ces mots. « Si tu lis ceci, c'est que le moment est venu de faire face à la vérité sur le miracle qui nous a unis et le sacrifice qui nous a maintenus en vie. » Dans les pages suivantes, Donna Celina racontait une histoire qu'Elena n'aurait jamais imaginée. Il y a 70 ans, le village avait été frappé par une sécheresse dévastatrice. Les récoltes avaient disparu, et la famine s'était installée. Désespérés, les habitants s'étaient réunis pour une prière désespérée devant l'autel. C'est alors qu'une source d'eau cristalline avait jailli au cœur du village, sauvant tout le monde d'une mort certaine. Mais il y avait un détail que peu de gens connaissaient. Selon Celina, l'eau possédait des propriétés spéciales, mais elle était accompagnée d'une condition imposée par ce qu'elle appelait la force divine. La communauté devait vivre dans une union et une foi absolue. Toute rupture de confiance entre les habitants pouvait entraîner des conséquences dévastatrices. Le flacon qu'Elena avait trouvé était la dernière goutte de cette eau miraculeuse. Celina demandait qu'elle l'utilise avec sagesse, car elle pouvait apporter une bénédiction ou une malédiction, selon l'intention. Elena ressentait un poids encore plus lourd sur ses épaules. Sa grand-mère ne lui faisait pas seulement confiance pour protéger le secret, mais aussi pour décider s'il fallait ou non révéler la vérité au village. Cela explique pourquoi ma grand-mère insistait tant sur l'importance de maintenir l'unité du village, murmura Elena en tenant le carnet. Mais pourquoi garder ce secret si longtemps? Peut-être savait-elle que ce n'était pas seulement ce que l'eau faisait, mais ce qu'elle représentait, répondit le prêtre. Foi, union, sacrifice, ce sont des choses qui vont bien au-delà du matériel. Elena acquiesça, mais le doute persistait. Pendant ce temps, Sénor Arthur observait de loin. Il savait qu'Elena était allée à l'hôtel et qu'elle se rapprochait de la vérité sur le rôle qu'il avait joué, avec d'autres anciens du village, dans cette histoire. Arthur gardait un secret qui le hantait depuis des décennies. Lui et d'autres avaient pris des décisions difficiles pour protéger le village, mais ces choix avaient coûté cher à de nombreuses personnes. Maintenant, il craignait que la révélation de ce pacte n'apporte plus de discorde que d'unité. « Celina, tu as toujours su que le poids serait plus lourd pour ceux qui restent, » murmura Arthur en regardant l'horizon. « Mais le village est-il prêt pour cela maintenant ?» À la fin de la journée, Elena organisa une petite réunion avec quelques habitants proches, dont Sénor Arthur et Donna Lourdes. « J'ai découvert quelque chose à propos de ma grand-mère et de ce qui s'est passé lors de l'inondation, il y a 70 ans, » commença-t-elle. « Mais j'ai besoin d'aide pour comprendre ce qui s'est vraiment passé. » Sénor Arthur échangea un regard tendu avec Donna Lourdes, qui semblait nerveuse. « Mais tu remues des choses qu'il vaudrait peut-être mieux laisser dans le passé, ma fille, dit Arthur, sa voix empreinte d'avertissement. C'est ça, le problème. Nous les avons laissés dans le passé, mais le poids est toujours là. Il est dans la lettre qu'elle m'a laissée, dans chaque histoire qu'elle racontait. Je ne vais pas ignorer cela. » Le silence qui suivit était chargé de tension. Finalement, Arthur soupira et dit. « Alors tu mérites de connaître la vérité. Mais prépare-toi, car ce n'est pas aussi simple que tu le penses. » Dans la petite salle communautaire de Villa Esperanza, Elena, Monsieur Arthur, Madame Lourdes et le père Estevao étaient assis autour d'une table en bois marquée par le temps. Le silence était oppressant. Elena déposa le médaillon et le cahier de Madame Celina au centre de la table, fixant Monsieur Arthur. « Ma grand-mère m'a confié la mission de comprendre cela, dit Elena, désignant le cahier. Mais tout indique que vous en savez plus que ce que vous voulez bien révéler. » Arthur soupira profondément, comme s'il vieillissait encore davantage sous le poids des mots qu'il évitait de prononcer. « Je sais, ma fille.
je sais des choses que j'aurais préféré ne jamais apprendre. Mais si Célina vous a fait confiance, alors il est temps pour vous de savoir aussi. Madame Lourdes essuya ses mains moites sur son tablier, les yeux embués de larmes. Arthur, peut-être vaut-il mieux laisser cela dans le passé. Nous avons fait ce que nous avons fait pour sauver tout le monde. Sauver ? Répondit Arthur, la voix chargée d'amertume. Ou avons-nous sacrifié quelques-uns pour préserver les autres ? Helena déglutit difficilement. La tension dans la salle était presque palpable. Arthur commença à raconter. Il y a 70 ans, pendant la sécheresse, le village était au bord de l'effondrement. Les enfants étaient sous-alimentés, les anciens mouraient à petit feu, et même les animaux succombaient. C'est alors que Célina et un petit groupe d'habitants, dont Arthur et Lourdes, décidèrent de se réunir autour de l'autel pour une ultime supplication. Nous étions désespérés et dit Arthur, la voix brisée par l'émotion. Nous avons passé des nuits à prier, à implorer Dieu, les saints, toute force qui pouvait nous entendre. C'est lors de la dernière nuit que quelque chose se produisit. L'eau jaillit comme un miracle, surgissant de la terre où se trouvait l'autel. Mais cela ne vint pas sans avertissement. Célina fut la seule à entendre la voix, continua Arthur. Elle disait qu'il s'agissait d'un pacte. L'eau sauverait le village, mais seulement tant que nous garderions notre foi et notre unité. Et, il y avait une demande. Helena fronça les sourcils. Une demande ? Arthur hésita, mais Madame Lourdes compléta, les larmes aux yeux. Certains d'entre nous devaient renoncer à ce qu'ils aimaient le plus. Nous ne pouvions pas vivre seulement pour nous-mêmes, mais pour le bien de tous. Helena les regarda, tentant de comprendre la portée de ce qu'elle venait d'entendre. Ma grand-mère, qu'a-t-elle sacrifié ? Le père Estevao, qui écoutait en silence jusqu'alors, répondit. Célina était mariée à l'époque, n'est-ce pas ? Arthur hocha lentement la tête. Oui. Elle et son mari venaient d'avoir un enfant. Un garçon, fort et en bonne santé. Il devait être l'avenir de la famille. Mais, le pacte fut conclu. Elle donna ce qu'elle aimait le plus. Son fils mourut mystérieusement quelques jours plus tard. La révélation fut un coup de poing dans l'estomac d'Helena. Alors, ma grand-mère a perdu son fils à cause de ce pacte ? Ce fut l'acte de foi le plus grand que j'ai jamais vu, dit Arthur, les yeux emplis de tristesse. Et elle ne s'est jamais plainte, jamais hésité. Elle disait toujours que c'était le prix à payer pour notre survie. Helena ressentit un mélange de fierté et d'indignation. Sa grand-mère était un pilier de force, mais comment quelqu'un pouvait-il supporter une douleur si immense en silence ? Alors qu'il digérait l'histoire, le silence fut interrompu par des coups frappés à la porte. André, l'ingénieur envoyé par l'entreprise intéressée par la région, entra, l'air méfiant. « Désolé de vous interrompre, commença-t-il. Mais j'ai entendu quelques histoires sur une source miraculeuse par ici. Je pensais que vous aimeriez savoir que mon équipe est intéressée à faire une étude sur la zone. » La réaction fut immédiate. Arthur se leva brusquement. « Cela n'arrivera pas. Nous avons déjà trop perdu à cause de cette eau. Nous ne laisserons pas des étrangers profaner notre miracle. » André leva les mains. « Du calme, monsieur. Nous parlons de science. Si ce que l'on dit est vrai, cette eau pourrait aider beaucoup de gens. Ne serait-ce pas mieux de la partager avec le monde ? » Helena comprit que c'était précisément ce genre de situation que le pacte visait à éviter. L'eau représentait bien plus que la survie, elle était le symbole de la foi et de l'unité du village. Mais en même temps, André soulevait une question légitime. Quand André partit, Helena sentit de nouveau le poids de l'héritage sur ses épaules. Si elle révélait le secret de la source, elle risquait de compromettre l'unité du village et d'en subir les conséquences imprévisibles. Mais garder le secret signifiait honorer le sacrifice de sa grand-mère et de ceux qui avaient tout abandonné pour sauver la communauté. Le père Estevao posa une main réconfortante sur son épaule. « Célina vous a fait confiance, Helena. Pas parce qu'elle savait ce que vous feriez, mais parce qu'elle savait que vous auriez la sagesse de décider. » Avec le cahier en main, Helena regarda le médaillon sur l'autel. Elle avait besoin de temps pour comprendre quoi faire. Mais elle savait que le temps était un luxe qu'elle n'avait peut-être pas. La rumeur de la visite d'André et de l'intérêt de son entreprise pour exploiter l'eau miraculeuse se répandit rapidement à Villa Esperanza. Le lendemain matin, de petits groupes d'habitants discutaient de la situation sur la place, tandis que d'autres montaient à l'église pour confronter Helena et le père Estevao. Madame Lourdes tenta de calmer les esprits,
mais la panique gagnait déjà beaucoup de monde. Si ces étrangers touchent à la source, qui sait ce qui pourrait arriver? S'exclama Monsieur Roret, l'un des plus âgés du village. L'eau pourrait se tarir, ou pire encore. D'autres, comme Anna, une jeune mère, voyaient les choses autrement. Et si cette eau pouvait vraiment aider plus de gens? N'est-ce pas ce que disait toujours Donna Celina? Que nous devions vivre pour le bien de tous? Elena, qui observait la discussion depuis les marches de l'église, sentait la pression monter. La communauté, autrefois si soudée, commençait à se diviser. Plus tard, Elena se rendit chez Monsieur Arthur. Elle savait qu'il en gardait plus qu'il ne voulait bien dire et qu'elle devait comprendre ce que le pacte signifiait pour les anciens. La maison d'Arthur était simple, avec de vieux meubles et des murs couverts de photographies en noir et blanc. Il était assis sur sa chaise à bascule, regardant une vieille montre de poche. Quand Elena entra, il leva les yeux, l'air fatigué. « Tu es venu chercher plus de réponses, n'est-ce pas ?»« Oui, Arthur. Mais surtout, je veux comprendre pourquoi tu penses que le secret doit rester enfoui. Ma grand-mère m'a fait confiance, et je ne peux pas prendre de décision sans tout comprendre. » Arthur secoua lentement la tête. « Célina, ah, Célina. Elle était plus forte que nous tous réunis. Pas seulement parce qu'elle a sacrifié son fils, mais parce qu'elle croyait que le village pouvait porter le fardeau du pacte. » Elena s'assit en face de lui, attendant qu'il continue. « La vérité, c'est que l'eau est plus qu'un miracle. C'est une épreuve. Chaque fois que l'un de nous a envisagé de rompre le pacte, quelque chose s'est produit. L'inondation, les accidents de récolte. C'est comme si la force qui nous avait donné cette eau nous surveillait constamment. Ce n'est pas seulement une question d'unité, Elena. C'est une question d'obéissance. » Ces mots firent frissonner Elena. L'idée qu'une puissance surnaturelle contrôlait le village était effrayante. « Tu penses donc que si nous permettons à cette entreprise d'exploiter la source, le village sera puni ?» Arthur fixa le médaillon qu'elle portait autour du cou. « Je ne le pense pas, ma fille. J'en suis sûr. » Pendant qu'Elena réfléchissait encore aux paroles d'Arthur, André réapparut dans le village, cette fois accompagné de 2 collègues de son entreprise. Ils avaient apporté du matériel simple pour prélever des échantillons et une proposition claire, ils voulaient parler aux habitants pour obtenir leur autorisation d'explorer la source. Sur la place, André tenta d'argumenter avec le groupe rassemblé. « Écoutez, je sais que cette eau est précieuse pour vous. Mais si elle a vraiment des propriétés uniques, elle pourrait sauver des milliers de vies. Vous avez l'opportunité de transformer quelque chose de local en quelque chose de global. » Monsieur Roret répliqua immédiatement. « Cette eau nous a sauvés parce que nous l'avons respectée. Nous n'avons pas besoin de vous pour nous dire comment en prendre soin. » Elena observait tout cela de loin, tiraillée. André semblait sincère, mais la peur de rompre le pacte pesait lourdement sur tous. Cette nuit-là, Elena retourna au cahier de Donna Celina, déterminée à trouver des indices supplémentaires. En feuilletant les pages jaunies, une phrase attira son attention. « Et si le pacte est brisé, l'eau prendra ce qui compte le plus pour rétablir l'équilibre. » Elena sentit un frisson parcourir son dos. Sa grand-mère croyait que le miracle avait sa propre volonté, et sa décision pourrait entraîner des conséquences que personne ne comprenait pleinement. Tenant une fiole d'eau miraculeuse, elle décida de prendre un risque. Elle monta jusqu'à la source au sommet de la colline, où l'eau coulait toujours claire et pure. Seule, elle plongea le médaillon dans l'eau et pria. « Si je dois savoir quelque chose, montrez-le-moi. » Pendant un instant, tout devint silencieux. Puis, un vent glacial souffla, et une voix douce, presque imperceptible, résonna dans son esprit. « Choisis avec sagesse, car ce qui est en jeu est bien plus grand que tu ne l'imagines. » Le lendemain, Elena convoqua une réunion générale à l'église. Tous les habitants étaient présents, y compris André et son équipe. « J'ai quelque chose à vous dire à tous, commença-t-elle. Ma grand-mère a clairement dit que cette eau est plus qu'un cadeau. C'est une responsabilité. Et nous sommes maintenant confrontés à une décision qui pourrait tout changer. » Les réactions furent diverses. Certains demandaient de préserver le secret, d'autres voulaient partager le miracle. Le conflit devint presque insoutenable, jusqu'à ce qu'Arthur se lève et crie. « Si nous touchons à cela, nous paierons le prix de notre sang. » Cette déclaration choqua tout le monde. Arthur raconta, en larmes, les tragédies survenues lorsque le pacte avait failli être rompu dans le passé. André, cependant, ne se laissa pas intimider.
Peut-être que vous vous accrochez à quelque chose que vous ne comprenez même pas. Et si toute cette peur n'était qu'une histoire mal racontée? Elena comprit qu'elle devait prendre une décision, mais elle ne pouvait pas le faire seule. Nous avons besoin de temps, déclara-t-elle. Demain, nous prendrons une décision en tant que communauté. Alors que les habitants quittaient l'église, divisés entre peur et espoir, Elena resta seule, regardant l'autel et réfléchissant aux paroles de sa grand-mère. La foi ne consiste pas seulement à croire en ce que l'on voit, mais à agir selon ce que l'on sent être juste. Elle savait que le lendemain définirait le destin de tous. Le soleil venait à peine de se lever sur les montagnes, mais le village était déjà éveillé. La cloche de l'église sonnait, convoquant tout le monde à une réunion qui définirait l'avenir de Villa Esperanza. Elena se tenait debout près de l'autel, le médaillon autour du cou et le cahier de Donna Celina posé sur la table. Alors que les habitants entraient, la tension était presque palpable. Certains, comme Monsieur Roré et Madame Lourdes, lançaient des regards méfiants vers André et son équipe, assis au fond. D'autres, comme Anna, étaient impatients d'entendre ce qu'Elena avait à dire. Elena inspira profondément avant de commencer. Nous sommes ici parce que ma grand-mère croyait en quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Le pacte qu'elle et d'autres ont conclu il y a 70 ans nous a sauvés, mais il nous a aussi unis. Aujourd'hui, nous devons décider si nous gardons ce secret ou si nous partageons ce que nous avons avec le monde. La réunion se transforma rapidement en un débat houleux. Cette eau est à nous. Nous ne pouvons pas les laisser emporter ce qu'ils ne comprennent pas. S'écria Monsieur Roré en levant le poing. Et s'ils avaient raison? Répliqua Anna. Et si cette eau pouvait sauver d'autres vies, comme elle a sauvé les nôtres? André tenta d'intervenir calmement. Je ne suis pas ici pour voler quoi que ce soit. Nous voulons seulement étudier cette eau, comprendre ce qu'elle peut faire. Mais pour cela, nous avons besoin de votre collaboration. Arthur frappa la table, imposant le silence. Vous ne comprenez pas ce qui est en jeu. Le pacte ne concerne pas seulement l'eau, mais ce qu'elle représente. Lorsque nous avons brisé notre union, nous avons payé le prix dans la douleur. Elena observait le conflit, sentant le poids des attentes peser sur ses épaules. La communauté la considérait comme une leader, mais elle savait que chaque choix aurait des conséquences. Elle leva le flacon contenant la dernière goutte de l'eau miraculeuse, trouvée sur l'autel. Ma grand-mère m'a laissé ceci, expliqua-t-elle. C'est la dernière goutte de l'eau d'origine, et elle croyait que ce flacon pourrait nous guider. Le murmure dans l'église fit place à un silence complet. Peut-être que ma grand-mère voulait nous rappeler que les miracles ne résident pas seulement dans l'eau, mais dans ce que nous en faisons. Elle posa le flacon sur l'autel. Je vais proposer une solution. André, votre équipe peut analyser cet échantillon, mais pas davantage. Si cette eau peut aider d'autres personnes sans briser notre union, nous trouverons un moyen d'avancer. Sinon, le secret sera préservé. La proposition d'Elena fut accueillie avec des réactions partagées. Certains habitants, dirigés par Arthur, insistaient sur le fait que toute étude représentait un risque pour le pacte. D'autres, comme Anna, voyaient cette idée comme un compromis entre protéger l'héritage et aider le monde. Finalement, le père Estevao intervint. Cette décision ne revient pas seulement à Elena. Elle appartient à nous tous. Votons. Le vote commença, et les mains se levèrent une à une. Le résultat fut serré, mais la majorité accepta d'autoriser l'analyse du flacon pour une étude initiale. André accueillit cette décision avec gratitude, promettant de respecter les limites imposées. Cette nuit-là, alors que le village semblait soulagé par la résolution, Elena fit un rêve troublant. Elle se trouvait à la source, mais l'eau était sombre et immobile. La voix douce qu'elle avait entendue auparavant revint, mais cette fois plus sévère. Tu as choisi, mais es-tu prête à en assumer les conséquences? L'équilibre sera toujours rétabli. Elle se réveilla en sursaut, tremblante et en sueur. Le médaillon autour de son cou semblait plus lourd que jamais. 2 jours plus tard, André et son équipe terminèrent les analyses du flacon. Le résultat fut surprenant, l'eau possédait des propriétés curatives au-delà de toute explication scientifique, mais elle devenait instable en dehors de son environnement naturel. C'est comme si l'eau perdait son essence lorsqu'elle était retirée d'ici, expliqua André à Elena. Peut-être est-ce un message, ce miracle ne fonctionne que s'il est respecté à son origine. Elena ressentit un mélange de soulagement et d'inquiétude. L'eau ne pouvait pas être exploitée commercialement, mais cela ne signifiait pas que le village était exempt des conséquences de son choix. Le lendemain matin, une tempête inattendue frappa le village.
Les inondations détruisirent une partie des récoltes, et la source semblait s'être tarie. Pour beaucoup, c'était un signe que le pacte avait été rompu. Arthur confronta Helena sur la place, sa voix remplie de colère et de désespoir. « Je t'avais prévenu. La force qui nous a donné cette eau nous punit maintenant. Tu as amené cela sur nous. » Helena tenta de se défendre, mais elle se sentait coupable. Même André, qui observait de loin, semblait mal à l'aise, comme s'il réalisait qu'il s'était peut-être trompé. Alors que les habitants s'efforçaient de gérer les dégâts, Helena remonta seule jusqu'à l'autel. Elle s'agenouilla devant l'endroit où l'eau miraculeuse jaillissait autrefois et pria avec toute sa foi. « Je ne sais pas si j'ai fait le bon choix, mais j'ai suivi ce que ma grand-mère m'a appris. S'il vous plaît, donnez-nous une chance de rétablir l'équilibre. » Pendant un moment, tout resta silencieux. Puis, une légère brise parcourut l'autel, et Helena ressentit une étrange sensation de paix. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle vit qu'un mince filet d'eau recommençait à couler. Helena comprit que le miracle ne concernait pas l'eau elle-même, mais la manière dont la communauté relèverait le défi. Les jours suivant la tempête furent difficiles. Les récoltes étaient détruites, certaines maisons nécessitaient des réparations urgentes et, pire encore, la source miraculeuse ne coulait plus qu'en un mince filet d'eau, insuffisant pour subvenir aux besoins de tous. Helena dirigeait les efforts de reconstruction avec l'aide du père Estevao et d'Anna, tandis qu'Arthur restait à distance, critique. Il passait ses journées à la lisière du village, regardant les montagnes comme s'il attendait que quelque chose d'autre se produise. « Nous allons reconstruire, comme nous l'avons toujours fait, » répétait Helena aux habitants, essayant de maintenir le moral. Mais beaucoup restaient sceptiques. « Le pacte a été rompu, Helena. La tempête en est la preuve. Peut-être qu'il est temps de quitter le village, » murmura Monsieur Roré, exprimant l'idée de certains. Helena essayait de ne pas se laisser abattre, mais elle sentait que la foi de la communauté s'effritait, tout comme la sienne. Un après-midi, après une journée exténuante de réparation, Helena alla voir Arthur. Elle le trouva assis près de l'ancien puits, l'air pensif. « Tu es en colère contre moi, n'est-ce pas ?» lui demanda-t-elle directement. Arthur poussa un profond soupir. « Ce n'est pas une question de colère, ma fille. C'est une question de ce qui va arriver. » Helena s'assit à côté de lui. « Tu parles comme si tu savais quelque chose que personne d'autre ne sait. Que s'est-il vraiment passé il y a 70 ans, Arthur ?» Le vieil homme resta silencieux un long moment avant de commencer à parler. « Après que l'eau a jailli, beaucoup d'entre nous ont cru que nous étions intouchables. Un miracle, après tout, n'est-il pas un cadeau sans fin? Mais nous avons vite compris qu'il y avait des règles, et la plus importante était l'unité. Toute rupture dans notre foi ou dans notre communauté provoquait un déséquilibre. » Helena fronça les sourcils. « Mais qu'est-ce que cela signifie ?» Arthur se tourna vers elle, les yeux emplis de douleur. « Cela signifie que l'eau n'a jamais eu pour but de nous faire survivre. Elle était là pour nous garder unis. Plus nous nous divisons, plus elle se retire. Et maintenant, tu vois cela se reproduire. » Plus tard dans la soirée, Helena retourna seule à l'hôtel. Elle portait le cahier de Donna Celina et le médaillon. Le mince filet d'eau continuait de couler, mais semblait s'affaiblir de plus en plus. Elle s'agenouilla, posant le médaillon dans l'eau. « Je ne sais pas quoi faire, » murmura-t-elle. « J'ai essayé de faire ce que ma grand-mère aurait fait, mais j'ai l'impression d'avoir empiré les choses. » Un vent frais souffla à nouveau, et cette fois, la voix qu'elle avait entendue autrefois était plus claire et plus ferme. « L'unité n'a jamais été une question de contrôle. C'est une question de confiance. Fais confiance à ta communauté comme Celina t'a fait confiance. » Helena ferma les yeux, ressentant une vague de paix mêlée à une nouvelle clarté. Le lendemain matin, Helena rassembla les habitants sur la place. Son visage était calme, mais sa voix portait une détermination nouvelle. « J'ai fait des erreurs, mais j'ai compris quelque chose d'important. Ma grand-mère croyait que nous étions le miracle, pas l'eau. Et tant que nous serons divisés, rien ne sera suffisant pour nous soutenir. » Elle regarda chacun d'eux, laissant ses paroles résonner. « L'eau est faible parce que nous sommes faibles. Mais nous pouvons changer cela. Nous pouvons reconstruire ensemble, comme nous l'avons toujours fait. Et si nous le faisons, qui sait ce qui peut arriver ?» Monsieur Roré secoua la tête, mais Anna fut la première à prendre la parole. « Helena a raison. Nous avons passé tellement de temps à blâmer le pacte que nous avons oublié qu'il parlait de nous, pas de l'eau. » Peu à peu, d'autres habitants commencèrent à acquiescer. Même Arthur,
bien que réticent, hocha légèrement la tête. Elena mena les habitants jusqu'à la source. Elle leur demanda à chacun de poser les mains sur la terre environnante et de dire quelque chose qui symbolisait l'union. Même André, qui prévoyait de partir le lendemain, participa. Ma grand-mère croyait que la foi pouvait déplacer des montagnes, dit Elena, émue. Montrons qu'elle avait raison. À la fin du rituel, le filet d'eau commença lentement à grossir, jusqu'à redevenir un flot constant. Les habitants, incrédules, commencèrent à s'embrasser et à sourire. Arthur s'approcha d'Elena et dit, avec un sourire rare. « Tu as fait ce que Célina aurait fait. Peut-être même mieux. » L'eau était revenue, mais Elena savait que le véritable miracle résidait dans le renouveau de l'unité du village. André quitta le village, remerciant pour cette expérience et promettant de ne jamais révéler le secret. Alors que la communauté commençait à se réorganiser, Elena sentit qu'elle avait enfin honoré l'héritage de sa grand-mère. Le pacte, finalement, n'avait jamais concerné l'eau elle-même, mais ce qu'elle représentait, la capacité de croire les uns en les autres. Le bruit des marteaux et des scies résonnait dans tout Villa Esperanza. Quelques jours après la restauration de la source, la communauté était plus unie que jamais. Les maisons étaient réparées lors de travaux collectifs, les champs commençaient à être replantés, et les habitants semblaient retrouver cet esprit de coopération que Célina avait toujours défendu. Elena marchait sur la place, observant les habitants travailler ensemble. Monsieur Roré et Anna, qui étaient auparavant en désaccord, discutaient maintenant de la manière la plus rapide de replanter les récoltes. Arthur, quant à lui, aidait à reconstruire le toit de la chapelle, une scène qu'Elena n'aurait jamais imaginé voir. On dirait que le village a retrouvé sa force, commenta le père Estevao en s'approchant d'elle. Je ne sais pas si c'est de la force ou simplement un rappel que, parfois, nous avons besoin les uns des autres bien plus que nous ne le pensons, répondit Elena avec un sourire. Alors que le village renaissait, les enfants commençaient à montrer de l'intérêt pour l'histoire du pacte et de l'eau miraculeuse. Elena organisa une réunion à la chapelle pour leur raconter l'histoire de Donna Celina et l'héritage qu'elle avait laissé. Ma grand-mère croyait que les miracles arrivent quand nous croyons les uns en les autres. L'eau nous a aidés, oui, mais le véritable miracle, c'était l'unité que nous avons construite ensemble. Marina, une fillette curieuse de 10 ans, leva la main. Tu crois qu'on pourrait faire un autre pacte, mais juste d'amitié? Elena rit, émue. Je crois que c'est le meilleur pacte qui puisse exister. La simplicité de l'enfant toucha tous ceux qui étaient présents, renforçant l'idée que l'avenir du village était entre de bonnes mains avec la nouvelle génération. Cette nuit-là, Elena se rendit chez Arthur. Il était assis sur la véranda, observant le ciel étoilé. À côté de lui, une vieille photo de Célina reposait sur la table. « Je voulais te remercier pour tout, Arthur, dit Elena en s'asseyant à ses côtés. Pas seulement pour les histoires, mais aussi pour avoir cru en moi, même si au début cela ne semblait pas évident. » Arthur soupira, fixant la photo. « Célina a toujours dit que tu avais son cœur. Je crois que c'est la seule chose dont je n'ai jamais douté. » Il fit une pause avant de continuer. « Quand nous avons commencé ce pacte, je ne comprenais pas ce qu'il signifiait. Je pensais que ce n'était qu'une question de survie. Mais Célina savait que c'était bien plus. Elle voyait toujours plus loin. Tu as fait de même, ma fille. » Ils restèrent silencieux un moment, contemplant l'héritage d'une femme qui, même absente, continuait à guider le village. Avec le village enfin restauré, Elena convoqua une dernière réunion à la chapelle. Nous ouvrons un nouveau chapitre pour Villa Esperanza. L'eau est revenue, mais nous savons qu'elle n'est qu'une partie de ce qui nous unit. C'est pourquoi je veux proposer quelque chose de différent. Elle leva le médaillon pour que tout le monde puisse le voir. Ce symbole représentait l'ancien pacte. Aujourd'hui, je veux qu'il représente notre engagement à rester unis, à prendre soin les uns des autres et à garder la foi, non seulement dans l'eau, mais dans la force de notre communauté. Les habitants acceptèrent avec enthousiasme. Le médaillon fut placé sur l'autel de la chapelle comme symbole du nouveau pacte, un pacte qui n'exigeait plus de sacrifices, mais qui reposait sur l'union et la confiance. Alors que les habitants célébraient, Elena monta seule jusqu'à la source. Le flux d'eau était maintenant constant, reflétant la lumière de la lune. Elle s'agenouilla et toucha l'eau du bout des doigts. « Merci, grand-mère. Pour tout. » Une brise légère souffla doucement, comme une réponse. Elena ressentit une profonde paix, sachant qu'elle avait fait ce qui était juste. En se relevant, elle aperçut Marina gravissant la colline. « Elena, je peux t'aider ?» Elena sourit et tendit la main.
Il y a toujours quelque chose que tu peux faire, Marina. Viens. Les deux descendirent la colline ensemble, tandis que le village résonnait de rires et de conversations, des signes prometteurs d'un avenir lumineux. 5 années se sont écoulées depuis qu'Hélène a conduit le village d'Espérance à renouveler son pacte d'unité. Le village, désormais en pleine prospérité, montrait des signes de renouveau à chaque coin de rue. Les maisons reconstruites, les récoltes abondantes, et une énergie vibrante semblaient palpiter partout. Hélène avait transformé l'ancienne maison de sa grand-mère en un centre communautaire. Dans le petit salon, un mur était consacré au souvenir de Madame Céline. On y trouvait de vieilles photos, le médaillon original encadré, ainsi qu'un cahier contenant les mots qui avaient guidé tant de décisions difficiles. Marina, désormais âgée de 15 ans, dirigeait un groupe d'enfants dans une activité au centre. Avec enthousiasme, elle montrait une photo de Céline. Voici la femme qui a sauvé notre village. Elle nous a appris que la véritable force réside dans notre union. Hélène, qui observait à distance, sourit. Voir Marina assumer ce rôle, c'était comme se revoir elle-même quelques années auparavant. Arthur, toujours actif malgré son âge avancé, s'occupait de l'autel dans la chapelle. Il était devenu le gardien officieux du médaillon, qu'il nettoyait chaque jour comme un rituel. « Tu as toujours su que ce village avait plus à offrir », Céline murmura-t-il, en regardant le cadre. « J'ai juste mis plus de temps à le croire. » Céline lui manquait encore, mais il savait que son héritage vivait, non seulement dans l'eau miraculeuse, mais aussi dans chaque personne qui y habitait. Cet après-midi-là, une silhouette familière arriva au village. André, l'ingénieur qui avait dirigé les études sur l'eau miraculeuse, était de retour, cette fois seul. Il avait l'air humble et semblait ému en voyant à quel point le village avait grandi. « Il fallait que je voie cela de mes propres yeux, dit-il, en retrouvant Hélène sur la place. Pas seulement le village, mais vous tous. » Hélène l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Vous croyez toujours qu'on peut sauver le monde ?» André rit. « Je crois que le monde a beaucoup à apprendre de lieux comme celui-ci. » Il montra un petit carnet, contenant des notes et des dessins de sa dernière visite. « Je l'ai gardé avec moi. Je n'ai jamais rien partagé avec qui que ce soit. J'ai pensé que ce n'était pas à moi de le faire. » Hélène prit le carnet, ressentant le poids symbolique de ce geste. « Merci de l'avoir respecté. » Ce soir-là, André se rendit à la source avec Hélène. Il observa le flux constant de l'eau, désormais un symbole d'équilibre et de foi. « Je n'ai jamais réussi à expliquer cela, admit-il, en regardant l'éclat argenté de l'eau sous la lumière de la lune. Peut-être que ce n'est pas quelque chose à expliquer. » Hélène posa une main sur son épaule. « Certaines choses n'ont pas besoin d'explication. Juste de respect. » Alors qu'il retournait au village, le son du vent semblait porter la voix de Céline, résonnant dans les montagnes. La foi n'a pas besoin d'être vue pour être ressentie. Arthur s'asseyait tous les jours à côté de l'autel de la chapelle, observant le médaillon à sa place d'honneur. Il parlait peu, mais tout le village savait qu'il était le protecteur du symbole qui, pendant des décennies, avait guidé leur communauté. Même avec le passage des années, sa présence dégageait une force tranquille qui inspirait respect et gratitude. Un après-midi, Marina vint le trouver. La jeune fille, désormais pleine d'énergie et de curiosité, tenait un carnet dans lequel elle consignait les histoires des anciens. « Monsieur Arthur, puis-je vous poser quelques questions ?» demanda-t-elle avec un sourire radieux. Arthur hésita, puis acquiesça lentement. « Tu veux savoir à propos du pacte, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, mais je veux aussi en savoir plus sur Madame Céline. Vous étiez très proche d'elle, n'est-ce pas ? » Arthur sourit avec nostalgie. Céline n'était plus qu'une amie. Elle était la force qui tenait tout cela debout. Quand elle a fait le sacrifice, j'ai cru que je ne pourrais plus jamais la regarder dans les yeux. Mais elle ne m'a jamais blâmé. Elle a toujours dit que ce que nous avions fait était nécessaire pour sauver tout le monde. Pendant que Marina écoutait, elle notait chaque détail avec soin. Mais quelque chose dans ses questions éveillait un sentiment troublant en Arthur. Pourquoi a-t-elle choisi vous et Hélène pour porter son héritage ? Demanda Marina, avec une curiosité sincère. Arthur soupira, regardant le médaillon. Céline savait que je n'avais plus la force de diriger, mais que je pouvais protéger. Hélène, en revanche, avait son cœur, le courage de prendre des décisions difficiles. Mais tu sais quoi, Marina ? Peut-être que tu seras la prochaine. Marina ouvrit de grands yeux. Moi ? Pourquoi ? Arthur rit,
un son rare mais chaleureux. Parce que tu es là, à poser des questions, à écouter, à apprendre. C'est ainsi que l'héritage perdure. Ce n'est pas quelque chose que nous choisissons, mais qui nous choisit. Cette nuit-là, alors qu'Arthur faisait sa ronde habituelle dans le village, il décida de monter jusqu'à la source, une chose qu'il faisait moins souvent en raison de son âge. Le flux de l'eau était plus fort que jamais, brillant sous le clair de lune comme de l'argent liquide. Il s'agenouilla lentement, touchant l'eau de ses doigts calleux. « Merci de nous avoir donné une nouvelle chance » murmura-t-il, presque comme une prière. Soudain, il sentit une légère brise, et le son du vent apporta avec lui une sensation de paix. Ce n'était pas une voix, mais une présence, comme si Céline était encore là, veillant sur eux. Arthur savait que son temps en tant que gardien touchait à sa fin, mais il se sentait serein. L'avenir du village était entre de bonnes mains avec Hélène et Marina, et le cycle de foi continuerait. Le lendemain matin, Arthur appela Marina et lui remit un petit carnet. C'était un vieux journal contenant des notes qu'il avait écrites au fil des décennies, en gardant le secret du village. « Il est temps que tu comprennes tout » dit-il avec un sourire doux. Pas comme un fardeau, mais comme un cadeau. Marina prit le carnet avec soin, émue. « Je promets de faire honneur à cela, monsieur Arthur. » Il hocha la tête, les yeux brillants de fierté. « Je sais que tu le feras, ma fille. » Le lendemain matin, Marina commença à lire le carnet qu'Arthur lui avait remis. Les pages, jaunies par le temps, regorgeaient de récits détaillés sur les événements qui avaient façonné le village d'Espérance. On y trouvait des témoignages sur le pacte originel, les tempêtes qui avaient failli détruire le village et, surtout, les décisions difficiles qu'Arthur et Madame Céline avaient dû prendre. Hélène rejoignit Marina au centre communautaire. La jeune fille lisait à voix haute, et les mots semblaient prendre vie en étant prononcés. Céline disait toujours que la foi ne consistait pas à avoir des réponses, mais à faire confiance au chemin, même lorsque tout semblait perdu. Hélène sourit en entendant cela. C'était tout elle. Toujours une réponse qui vous faisait réfléchir. Marina leva les yeux. Tu penses que je pourrais être comme elle? Hélène posa une main sur l'épaule de la jeune fille. Tu n'as pas besoin d'être comme elle. Tu as juste besoin d'être toi. Et, de ce que je vois, c'est déjà bien suffisant. Pendant que Marina absorbait les leçons du carnet, le village faisait face à un petit défi, la récolte annuelle de blé, un événement qui rassemblait traditionnellement la communauté, était menacé. Une peste avait touché une partie des cultures, et beaucoup craignaient qu'il n'y ait pas assez de blé pour le festival de remerciement à l'eau. Hélène convoqua une réunion. Nous avons déjà affronté pire, et nous avons toujours trouvé une solution ensemble. Ne laissons pas cela nous diviser. Marina proposa une idée. Et si nous nous concentrions sur ce que nous avons pu sauver, au lieu d'un festival de la récolte, organisions un festival du partage? Nous pourrions apporter d'autres produits que nous cultivons et montrer que notre unité est la vraie raison de notre gratitude. L'idée fut bien accueillie, et les habitants commencèrent à travailler ensemble pour récolter le blé sain et contribuer avec d'autres aliments. Le soir du festival, la place était illuminée de lanternes et décorée avec les couleurs vives des récoltes. Malgré les difficultés, la célébration fut un succès. Marina fut invitée à prononcer un petit discours. Nerveuse, elle monta sur la scène improvisée et serra dans sa main le médaillon qu'elle portait désormais comme un symbole de sa connexion avec l'héritage du village. Ma génération n'était pas là quand le pacte a été fait, mais nous le vivons chaque jour. Aujourd'hui, nous avons vu que le véritable miracle ne réside pas seulement dans l'eau, mais dans ce que nous en faisons et dans notre union. Les applaudissements furent chaleureux, et Hélène regarda avec fierté tandis que Marina recevait des accolades et des mots d'encouragement de la part des villageois. Arthur observait le festival de loin, assis dans son fauteuil à bascule. Il savait que son rôle au sein du village touchait à sa fin, mais il se sentait en paix. Le village était entre de bonnes mains. Alors qu'il contemplait la place pleine de vie, il sentit une brise familière. Il n'y avait pas de mots, mais il savait que Céline était là, observant tout. Une mission accomplie, ma chère amie, murmura-t-il en souriant. Quelques mois après le festival du partage, le village traversa un moment de grande émotion. Arthur, le dernier des anciens ayant participé au pacte originel, s'éteignit paisiblement durant la nuit, chez lui. La nouvelle se répandit rapidement, et tout le village se réunit pour lui rendre un dernier hommage. La cérémonie eut lieu dans la chapelle, où le médaillon reposait sur l'autel. Hélène dirigea les adieux, mais ce fut Marina qui demanda à prendre la parole. « Monsieur Arthur était notre gardien » commença-t-elle,
la voix tremblante mais assurée. Il nous a montré la valeur du sacrifice et de la mémoire. Et, surtout, il nous a appris que le passé n'est pas un fardeau, mais une base solide pour construire l'avenir. Le village accepta d'enterrer Arthur près de la source, un geste symbolique pour honorer sa dévotion à l'eau et à la communauté. Après l'enterrement, Hélène trouva Marina assise près de la source, tenant le carnet qu'Arthur lui avait confié. « Ton discours était magnifique, Marina, » dit Hélène en s'asseyant à côté d'elle. « Merci, » répondit Marina, en regardant le mince filet d'eau qui coulait. « Mais maintenant qu'il est parti, j'ai l'impression que tout repose sur moi. » Hélène sourit, se rappelant comment elle s'était sentie lorsque sa grand-mère lui avait confié l'héritage. « Ce n'est pas un fardeau, Marina. C'est une responsabilité, mais tu n'es pas seule. Tout le village est avec toi. » Elle posa une main sur l'épaule de la jeune fille. « Et moi aussi. Toujours. » Ce soir-là, le village organisa un rituel simple mais significatif pour symboliser la transition de l'héritage. Marina fut appelée à porter le médaillon jusqu'à l'autel, où elle le plaça sur un piédestal spécial fabriqué par les habitants. Hélène expliqua la signification de ce moment. Ce médaillon représente notre histoire, notre pacte et notre foi. Aujourd'hui, il continue d'être un symbole d'unité, non pas parce qu'il le doit, mais parce que nous choisissons de le préserver ainsi. Émue, Marina fit une promesse au nom de sa génération. Nous honorons tout ce que vous avez construit, et nous le ferons à notre manière, avec le même cœur. Avec Marina jouant un rôle plus actif, le village commença à vivre de petites transformations. La jeunesse apporta de nouvelles idées, mêlant les traditions anciennes à des innovations simples mais efficaces. L'eau miraculeuse continuait de couler, toujours accompagnée du respect et des soins de la communauté. Marina menait souvent des groupes d'enfants pour planter des arbres autour de la source, garantissant que le village n'oublierait jamais l'importance de l'équilibre avec la nature. De son côté, Hélène trouva davantage de temps pour se consacrer au centre communautaire, où elle organisait des rencontres pour préserver la mémoire de Céline, Arthur et tous ceux qui les avaient précédés. Un après-midi, alors qu'Hélène marchait dans le village, elle vit Marina mener une discussion avec les habitants. La jeune fille parlait avec enthousiasme et conviction, exactement comme Céline le faisait. Hélène s'arrêta un instant, levant les yeux vers le ciel. « Je crois que nous avons réussi, grand-mère. L'avenir est entre de bonnes mains. » Une brise légère souffla doucement, portant le parfum des montagnes, et Hélène ressentit la même présence qu'elle avait déjà perçue tant de fois. Ce matin-là, Marina se réveilla tôt, prise d'une agitation qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Le carnet d'Arthur était posé sur sa table, ouvert à une page mentionnant un endroit peu connu dans les montagnes, au-dessus de la source. C'est là que Céline a trouvé la force de sceller le pacte, disait la note, écrite de la main tremblante d'Arthur. Curieuse, Marina décida qu'elle devait visiter cet endroit. Elle appela Hélène, qui fut surprise d'entendre parler de ce lieu, mais accepta de l'accompagner. « Si cela a un lien avec l'histoire de ma grand-mère, je veux en savoir plus, dit Hélène. » Le sentier était escarpé et couvert de végétation. En montant, Hélène raconta des histoires sur Céline, évoquant comment sa grand-mère affrontait tout avec sérénité. Marina écoutait attentivement, absorbant chaque mot comme une leçon. Après quelques heures de marche, elles atteignirent une clairière. Au centre, une grande pierre lisse semblait avoir été sculptée par la nature. Sur sa surface, des marques anciennes rappelaient le symbole du médaillon. « Alors, c'est ici » dit Marina en touchant la pierre avec respect. Hélène s'agenouilla à côté de la jeune fille. « Ma grand-mère a probablement passé des heures ici, à chercher la force. » Elles fermèrent les yeux, et pendant un moment, le vent souffla avec intensité. Lorsqu'elles les rouvrirent, elles remarquèrent que la lumière du soleil se reflétait sur le symbole, illuminant l'endroit d'une lueur dorée. Marina ressentit une profonde connexion avec le lieu. « Tu penses que c'est ce qu'elle a ressenti en scellant le pacte ?» demanda-t-elle en regardant Hélène. « Peut-être, » répondit Hélène. « Ou peut-être qu'elle savait que le véritable pacte était avec elle-même, celui de ne jamais perdre la foi et de protéger le village. » Marina posa le médaillon sur le symbole gravé dans la pierre. Il n'y eut aucune manifestation surnaturelle, mais toutes deux ressentirent une paix enveloppant tout l'environnement. « Le cycle est bouclé, Hélène. Ce qui a commencé ici fait désormais partie de ce que nous vivons chaque jour, dit Marina avec un sourire. En retournant au village, elles furent accueillies avec joie par les habitants, qui travaillaient ensemble sur un nouveau projet d'irrigation pour améliorer les cultures. Hélène réalisa que le village n'avait pas seulement survécu au défi, mais en était sorti renforcé.
La foi n'était plus une idée abstraite, mais une force visible dans l'unité de la communauté. Marina dirigeait le groupe, donnant des instructions et encourageant chacun à contribuer. Hélène l'observait de loin, se sentant profondément en paix. Ce soir-là, Marina organisa une réunion spéciale dans la chapelle. Tenant le médaillon entre ses mains, elle prononça un petit discours. Ce symbole a toujours représenté notre foi et notre union. Aujourd'hui, je veux qu'il représente aussi notre engagement envers l'avenir. Elle remit le médaillon à un enfant du village, un geste symbolisant la continuité de l'héritage. Et qu'il passe de génération en génération, afin que nous n'oublions jamais qui nous sommes et d'où nous venons. Alors que le village célébrait, Hélène monta seule jusqu'à la source. L'eau coulait calme et constante, reflétant la lumière de la lune. Elle s'agenouilla et effleura l'eau du bout des doigts, comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. Merci, grand-mère. Ce que tu as commencé vit toujours. Le vent souffla doucement, apportant le parfum des montagnes, et Hélène sourit. La foi, le pacte, le village, tout était exactement à sa place.